Chapitre 2. Arkady s'endormit bientôt le cœur gros. Et le matin, quand il s'éveilla, il vit, à son grand étonnement, Vassia qui dormait sur la table, la plume à la main. Il était blême et semblait exténué. La chandelle venait de s'éteindre. Dans la cuisine, on entendait la servante Mavra qui préparait le samovar. Pris de peur, Arkady se leva vivement. « Vassia, Vassia !» s'écria-t-il. « Quand es-tu donc endormi ?» Le jeune homme, réveillé en sursaut, se dressa effaré. « Oh, il était 6 heures, peut-être, » répondit-il. « Ouh, qu'il fait froid la nuit. Prenons un peu de thé, je vais me remettre au travail tout de suite. »« Te sens-tu mieux ?»« Oui, ça va mieux. »« Je te souhaite une bonne année, frère. »« À toi, pareillement, une bonne santé, frère. » Ils s'embrassèrent. Le menton de Vassia tremblait, ses yeux se mouillèrent. Arkady Ivanovitch restait silencieux. Une vague tristesse le glaçait. Le thé fut avalé rapidement. « Arkady, j'ai décidé que j'irai moi-même faire visite à Julia Mastakovitch. »« Non, mais je t'assure qu'il ne remarquera pas. »« Mais c'est le remords qui me torture, Arkasha. »« Mais c'est pour lui pourtant que tu travailles et que tu te fatigues. Voyons, sois raisonnable. » Il se tut, puis reprit d'un ton mal assuré. « J'avais aussi l'intention d'aller là-bas. »« Où donc ?» demanda Vassia. « Bien chez les Artemiev. Je les féliciterai de ta part aussi. »« Oh, cher ami, bon, ben moi je vais rester ici. C'est très bien combiné. Je travaillerai pendant ce temps-là. Attends un peu, je vais écrire une lettre. »« Écris donc, ami, écris, pendant que je vais me raser, faire ma toilette et nettoyer mon frac. Tu vas voir, Vassia, comme nous serons heureux et tranquilles. Alors, embrasse-moi. »« Ah, si tu pouvais dire vrai. » Une voix d'enfant retentit soudain dans la cuisine. « Est-ce ici qu'habite le fonctionnaire Choumkov ?»« Ici, répondait Mavra en faisant entrer le visiteur. « Qui est là ?» s'écria Vassia, s'élançant vers l'antichambre. « C'est toi, Pétia, c'est toi ?» Un petit garçon brun, aux cheveux bouclés, entra dans la pièce. « Bonjour, Basile Petrovitch, je viens vous souhaiter la bonne année. Ma sœur vous salue, ainsi que maman. Ma sœur m'a chargé de vous embrasser pour elle. » Vassia, joyeux, saisit le messager, l'enleva dans ses bras et déposa un long baiser sur les lèvres enfantines qui ressemblaient étrangement à celles de Lisa. Puis il remit le garçonnet à son ami. Sans toucher terre, Pétia passa dans la puissante étreinte d'Arkady Ivanovitch. « Embrasse-le, Arkady » criait Vassia. « Veux-tu du thé, petit chéri ?»« Oh, je vous remercie infiniment, nous en avons déjà pris. On s'est levé de bonne heure aujourd'hui, et les miens sont partis à la messe. Serette a mis 2 heures à me débarbouiller, me friser et à raccommoder ma culotte que j'avais déchirée hier en jouant dans la rue avec Sacha. On s'amusait à se lancer des boules de neige. Piatia, oui, elle m'a bien recommandé d'aller chez vous. Puis elle m'a embrassé beaucoup de fois et elle a dit « Va trouver Vassia, souhaite-lui une bonne année, demande-lui s'il a bien dormi et si l'affaire dont on a parlé hier est bien terminée. Oh, je ne sais plus quoi. Ah oui, j'ai inscrit cela sur le petit papier. » Et sortant une petite feuille de sa poche, « Ah, il s'inquiétait. »« Bon, ça va être terminé. Oui, dis-lui que tout sera fini à temps, parole d'honneur. » Ah, encore, j'ai oublié de vous dire que ma sœur vous envoie une petite lettre avec un cadeau. Oh, et moi qui oubliais. Mon Dieu, mon petit chéri, mais où est ta lettre? Ah, la voilà. Regarde, Arkasha, ce qu'elle m'a écrit, mon aimée, ma douce. Hier, j'avais vu le portefeuille préparé pour moi.
Comme il n'est pas encore achevé, elle m'envoie une boucle de ses cheveux. Regarde, regarde. Et Vassia, tremblant d'émotion, montra à Arcacha une boule de cheveux du plus beau noir. Puis les ayant baissés chaleureusement, il les plaça dans une poche intérieure tout près de son cœur. Je commanderai un médaillon pour les maîtres, dit alors Arkady Ivanovitch, d'un air décidé. Nous aurons du veau rôti pour déjeuner, et demain on aura de la cervelle. Maman veut faire des biscuits, et on ne mangera pas plus de gruau, dit le garçonnet, qui avait réfléchi pour trouver comment terminer son discours. Quel beau petit garçon, s'écria Arkady Ivanovitch. Vassia, mais tu es le plus heureux des hommes. Le garçonnet but le thé qu'on venait de lui verser, mit dans sa poche la lettre de Vassia, reçut beaucoup de baisers et sortit tout joyeux. Mais tu vois, frère, dit gaiement Arcade, tu vois comme tout va pour le mieux. Cesse donc de t'inquiéter et de penser à des malheurs imaginaires. Travaille et termine ton affaire. Je serai chez elle à 2 heures et de là, j'irai chez Julian Mastakovitch. Bien, au revoir, frère, au revoir. Oh, si seulement. Non, ça va bien. Allez, va-t'en, dit Vassia. Tu sais, oui, j'ai décidé de ne pas aller chez Julian Mastakovitch. Et au revoir. Attends, frère, attends, dis-leur, enfin, dis-leur que ce que tu trouveras, embrasse-la pour moi, et tu me raconteras ce qui sera passé. Bon, je comprends. Ce bonheur t'a tout retourné. C'est si inattendu. Depuis hier, tu n'étais pas dans ton assiette. Tes impressions persistaient et tu n'as même pas reposé. Ça va bien, ami Vassia. Allez, reprends-toi et au revoir. Les deux amis se quittèrent enfin. Toute la matinée, Arkady Ivanovitch ne cessa de penser à Vassia. Il connaissait son caractère faible et vacillant, si facilement irritable. Mais je ne me suis pas trompé. Le bonheur l'a retourné positivement. Mon Dieu, il a fini par m'angoisser, moi aussi. Pour le moindre motif, il s'exalte et pousse les choses au tragique. En voilà une fièvre. Oh, il faut le sauver, conclut Arcade, sans remarquer que lui-même exagérait en voulant voir un grand malheur dans les pauvres petits désagréments quotidiens. Vers les 11 heures, il entra dans la loge du portier de Julian Mastakovitch pour accoler son humble nom à la longue liste des personnages de marque dont les signatures couvraient une feuille maculée de taches d'encre. Mais là, quoi? Il ne rêvait pas. Devant ses yeux, la signature de Vassia Choumkov. Quelle lubie il a pris encore, songea Arkady Ivanovitch, dérouté de nouveau par l'acte du camarade. Ses espoirs roses s'envolèrent. Il sortit. L'angoisse et la mauvaise humeur se partageaient ses esprits. Oh, sûrement un malheur se préparait, mais où et lequel? Remâchant de tristes pensées, il arriva à Kolomna. Distrait d'abord, il causa avec Lise. Mais en s'en allant, les larmes lui vinrent aux yeux. Réellement effrayé du manque de caractère de Vassia, plein d'anxiété sur le sort que réservait à son compagnon cette étrange faiblesse, c'est en courant qu'il partait vers son domicile, quand, passant sur le pont de la Neva, il se rencontra nez à nez avec Choumkov, qui courait lui aussi. « Où vas-tu » s'écria Arcade. « Et ce que tu avais promis, et le travail ?» Vassia, pris sur le fait, s'arrêta, gêné. « Moi, j'allais faire un tour. » « Oui, ne pouvant plus attendre, tu t'en allais à Kolomna. »« Ah, Vassia, mais pourquoi donc es-tu allé chez Julian Mastakovitch ?» Avant de répondre, Vassia fit de la main un geste découragé. « Arcade, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive, je... »
Allons, Vassia, je sais, moi, ce que tu as. Calme-toi, tu es surexcité, depuis hier tu ne peux arriver à te remettre. Voyons, ressaisis-toi. Que crains-tu donc? Supporte les faits vaillamment. Tout le monde t'aime, t'entoure de ses soins. Ton travail avance, oh, tu le termineras sûrement en temps voulu. Je sens que tu fais des peurs stupides, que tu trembles devant des malheurs impossibles. Non, non, rien, ce n'est rien. Mais tu te rappelles, Vassia, ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Naguère, quand tu as monté en grade, tu voulais dans ta joie et ta reconnaissance doubler ta production. Et qu'en est-il résulté? Tu n'as fait que gâcher le travail. Eh bien, la même chose se produit aujourd'hui. Oui, Arcade, mais maintenant c'est quelque chose de tout autre. Le travail n'est peut-être même pas pressé. Pourquoi te tuer à vouloir l'exécuter au plus vite? Non, balbutia Vassia, non, bon, ce n'est rien. Bon, allons, rentrons. Alors comment, tu ne veux plus aller là-bas? Mais comment veux-tu que j'y aille avec une figure pareille? Je réfléchis. Oh, je ne pouvais rester sans toi à la maison, et maintenant que tu reviens, je vais me remettre au travail. Allons. Ils repartirent et quelque temps demeurèrent silencieux. Vassia pressait le pas, Arkady Ivanovitch parla le premier. Et pourquoi ne me demandes-tu pas ce qui se passe chez eux? Ah oui, eh bien, Arkasha, qu'y a-t-il de nouveau? Le bon Arcade, troublé, contemplait son ami. Mais Arkasha, tu n'as pas figure humaine. Oh, cela ne fait rien, ça va passer. Raconte-moi tout, Arkasha, dit Vassia d'une voix suppliante. Visiblement, il cherchait à faire diversion. Arkady Ivanovitch soupira. Il ne savait que penser. Le récit de son ami concernant ceux de Kolomna remonta à Vassia, qui devint bientôt loquace. Les jeunes gens déjeunèrent et, comme la vieille mère de Lisa avait rempli les poches d'Arcade de biscuits, ils les mangèrent joyeux. Après déjeuner, Vassia déclara qu'il allait dormir un peu pour rester éveillé toute la nuit. Il se coucha et, comme Arcade était invité à prendre le thé, les amis se séparèrent. En route, Arcade se promenait de rentrer au plus tôt à leur domicile. Aussi les 3 heures qu'il dut passer dehors lui furent aussi longues que 3 années. Enfin, il réussit à s'esquiver. Entrant, il fut frappé de trouver la chambre dans l'obscurité. Vassia n'était pas là. Il appela la servante et apprit que son ami ne s'était point couché, qu'il avait écrit longtemps, puis qu'il s'était mis à marcher à travers la pièce, et finalement il était sorti en disant qu'il allait rentrer dans une demi-heure. Si Arcade venait, a-t-il ajouté, explique-lui bien que je suis allé me promener un peu et que je serai bientôt de retour. Pas de doute, oh, il est parti chez les Artemiev, pensa Arcade, en hochant tristement la tête. Un instant après, il se redressa, pris d'espoir. Bon, il a dû terminer le travail, et ne pouvant plus y tenir, il a couru là-bas. Il n'a pas eu la patience de m'attendre. Bon, voyons un peu ce qu'il a fait. Il alluma la bougie et se pencha vers la table. Le travail était bien avancé et paraissait proche de sa fin. Arkady Ivanovitch allait l'examiner de plus près lorsque Vassia rentra brusquement. Ah, oh, tu es déjà là, balbutia-t-il avec un étonnement mêlé de frayeur. Arkady Ivanovitch gardait le silence, comme s'il eût craint de questionner son ami. Les yeux baissés, celui-ci fouillait parmi les papiers. Leurs regards se rencontrèrent enfin. Celui de Vassia paraissait tellement suppliant et morne qu'Arcade tressaillit. Son cœur battait précipitamment. Mais qu'as-tu donc, Vassia? Qu'as-tu enfin?
s'écria-t-il en s'approchant vivement pour le serrer dans ses bras. Explique-moi tout. Je ne comprends rien à ta douleur, je ne saisis pas les raisons de ton anxiété. Nelly, dis-moi tout, sans rien dissimuler. Il ne se peut pas, je pense que seul Vassia, se pressant fortement contre la poitrine de son ami, ne répondit point. On lui dit, prêt à défaillir. Allons, du calme, Vassia. Même si tu ne pouvais achever, il n'y aurait pas de mal. D'ailleurs, je te le répète, je ne te comprends pas. Pourquoi te martyriser ainsi? Tu sais que je ferai tout pour toi. Oh, mon Dieu, continua-t-il, en arpentant la chambre à grands pas et saisissant tout ce qui lui tombait sous la main, comme s'il pensait trouver un remède au mal mystérieux de Vassia. Demain, j'irai moi-même chez Julian Mastakovitch. Je le supplierai, j'implorerai une journée de répit. Je lui expliquerai tout, je lui dirai. Oh, ne fais pas cela, mon Dieu, dit Vassia, pâle comme un linge. Il ne tenait plus en place. Vassia, Vassia. Il parut sortir d'un songe. Ses lèvres tremblaient. Il voulait parler, mais il ne put articuler un son. Ses mains glacées serraient convulsivement celles de son compagnon. Arcade restait silencieux et triste. Et comme Vassia levait enfin vers lui son regard apeuré. Mais tu me déchires le cœur, Basile, mon cher, mon bon ami. Les larmes jaillirent abondantes des yeux de Vassia, qui de nouveau s'appuya sur la poitrine de son ami. Je t'ai trompé, Arcade, je t'ai trompé, répétait-il en sanglotant. Je t'ai trompé, pardonne-moi, j'ai trompé ton amitié. Mais quoi? Qu'y a-t-il, enfin, qu'y a-t-il enfin? Voilà. Et Vassia, d'un mouvement désespéré, tira du tiroir 6 gros cahiers, tous pareils à celui qu'il était en train de copier. Et qu'est-ce donc que tout cela? Ben tu vois, ce que je dois terminer pour après-demain. Pour après-demain. Je n'en ai même pas fait le quart. Arcade restait stupéfait. Oh, ne me demande rien, ne me questionne pas. Comment la chose est-elle arrivée? Continua Vassia, qui semblait vouloir, dans un flux de paroles, épancher toute la douleur dont il était accablé. Arcade, mon ami, je ne sais même pas ce qui se passait en moi. Je sors comme d'un cauchemar. Voilà 3 semaines perdues à ne rien faire, 3 semaines qu'on m'a donné cette besogne. Je remettais sans cesse, je souffrais dans l'incertitude, j'étais sans cesse chez elle, le cœur me faisait mal, je ne pouvais pas travailler, je n'y pensais même pas. Et c'est maintenant seulement, quand le bonheur est à ma porte, que mes yeux s'ouvrent et que ma faute m'apparaît. Vassia, commença Arkady Ivanovitch d'une voix ferme, c'est moi qui te sauverai maintenant que je comprends tout. En effet, il n'y a pas la matière à plaisanter, mais j'entrevois le salut, écoute-moi. Demain, j'irai chez Julian Mastakovitch. Cesse donc de hocher la tête et écoute un peu. Je lui raconterai tout, exactement. Si, permets-moi de le faire. Je lui expliquerai, je le persuaderai, et je lui dirai combien tu souffres. Tais-toi, tes paroles me font souffrir davantage, murmura Vassia, prostré de plus en plus. Arkady Ivanovitch avait pâli, mais il reprit vite contenance, et, riant, il n'y a que cela, rien que cela, écoute Vassia, vraiment tu exagères. Tu n'as pas honte de te bouleverser comme ça pour une raison si mesquine? Oui, je vois que je te fais de la peine. Oh, je te connais, puisque Dieu merci, nous habitons ensemble depuis plus de 5 ans. Tu es bon, tendre, mais faible, trop faible, d'une faiblesse impardonnable. Lise elle-même l'avait remarqué. Et puis, tu es un rêveur, et cela non plus n'est pas bon.
Je dirais plus, c'est déraisonnable. Va, je vois bien ce que tu voudrais. Ton rêve, c'est de voir Julian Mastakovitch, plein de bonté, de sollicitude pour toi, peut-être même dans une soirée en l'honneur de ton mariage. Attends, je vois que mes plaisanteries concernant Julian Mastakovitch semblent te fâcher. Aussi, je le laisse, mais sache que je l'estime autant que toi-même tu peux le faire. Mais c'est cela, ton mariage te rend si heureux que tu ne voudrais plus voir que des heureux sur la terre. Tu désirerais qu'à moi, ton meilleur ami, me tombât tout à coup une fortune de 100 000 roubles. Tu souhaiterais que tous ceux qui se haïssent sous la réconciliée vinssent te rendre visite, amicalement enlacés. Mon ami, mon cher, mais je ne ris pas en disant cela, c'est ainsi. Toi-même, tu me l'as souvent fait entendre de bien des façons. Je l'ai dit. Étant heureux, tu veux que le monde entier le devienne aussi. Tu souffres d'être seul à posséder le bonheur. C'est pour cela que tous tes désirs tendent vers un seul but, te montrer digne de ce bonheur qui t'arrive. Même pour calmer ta conscience, peut-être, tu te sens des besoins d'héroïsme. Et c'est pourquoi tu te tortures, pour avoir failli là où il aurait fallu faire preuve d'empressement et, comme tu le dis en exagérant, un peu de reconnaissance. Je comprends l'amertume que tu éprouves en songeant que Julian Mastakovitch se renfrognera et se dira que sa confiance était mal placée, que tu n'as pas justifié les espoirs qu'il avait mis en toi. Tu penses avec inquiétude, avec remords aux reproches que tu recevras sans doute. Et en un instant pareil encore, quand ton cœur déborde de joie et que tu ne sais sur qui déverser tes trésors d'affection. Et n'est-ce pas cela? N'est-ce pas juste ce que je te dis? Arkady Ivanovitch, dont la voix tremblait, se tut et respira longuement. Vassia le contemplait avec attendrissement. Un sourire vint errer sur ses lèvres. Un semblant d'espoir arrivait même sur son visage. Alors écoute-moi bien, reprit Arcade. Et sa voix prenait plus de force à mesure qu'il se rendait compte de l'effet de ses paroles. Il ne faut donc point que Julian Mastakovitch ait sujet de se départir de sa bienveillance envers toi. N'est-ce pas, mon ami? La question est là, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est moi qui me dévouerai pour toi. Et Arkady Ivanovitch, se levant, redressa sa haute taille. Dès demain, j'irai chez Julian Mastakovitch. Allons, ne recommence pas à discuter. Tu fais d'un petit manquement un crime. Mais lui, Julian Mastakovitch, est pitoyable et noble, et ce n'est pas un faible comme toi. Il nous écoutera et nous sortira généreusement de la mauvaise passe. Es-tu content? Vassia, les yeux mouillés, serra les mains d'Arcade. Bon, assez, frère, assez, dit-il. Bon, l'affaire est classée. J'ai pas fini, mais tant pis. Ce n'est pourtant pas la peine que tu ailles là-bas. Je raconterai tout en allant moi-même chez Julian Mastakovitch. Je suis calme, tu vois, tout à fait calme. Mais n'y va pas, toi, non, non, écoute-moi. Vassia, mon cher Vassia, s'écria Arkady Ivanovitch tout joyeux. Je parlais selon tes paroles. Non, je suis heureux que tu aies reconquis tes esprits. Mais quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, sache que je suis toujours à tes côtés. Je vois ce qui te tourmente aujourd'hui. Tu ne veux pas que j'aille parler à Julian Mastakovitch. Bien, je n'irai pas, je ne lui parlerai point. Tu iras toi-même demain. Bien non, tu n'iras pas, et tu continueras ta copie, comprends-tu? Quant à moi, je tâcherai de voir ce qui se passe. Je m'informerai, je saurai si l'affaire est vraiment pressée. Si réellement ce travail doit être terminé pour un jour fixé,
ce qui arriverait au cas où tu ne le livrerais pas à temps. Puis je t'apporterai les résultats de mon enquête. Tu vois, déjà il y a quelque espoir. Et si l'affaire n'est point urgente, tu vois que tout peut s'arranger. Julian Mastakovich ne se rappelle peut-être même pas l'affaire. Alors, tout sera oublié. Vassia hocha la tête d'un air de doute, mais un sourire reconnaissant éclairait son visage. Oh, ça va bien, je suis si faible et si fatigué, dit-il d'une voix oppressée. Puis il continua. Oh, je ne veux plus y penser. Allez, parlons d'autre chose. Il faudrait bien arrêter ma copie. Je ne ferai que terminer ces 2 pages qui finissent un chapitre. Arcade, voilà longtemps que je voulais te demander comment se fait-il que tu me connaisses si bien. Il pleurait maintenant sans contrainte et ses larmes inondaient les mains de son ami. Si tu sentais l'amitié profonde que j'ai pour toi, dit Arcade, tu ne me poserais pas une pareille question. Oui, oui, Arcade. Je ne sais pas, car je ne peux comprendre pourquoi tu t'es pris pour moi d'un tel attachement. Je te dirais même que ce sentiment parfois me faisait mal. Combien de fois, en m'endormant, car c'est toujours vers toi que s'en allaient chaque soir mes dernières pensées, mes yeux s'emplissaient de larmes et mon cœur se serrait, parce que, parce que je sentais que tu m'aimais tant et que je ne pouvais rien faire pour te manifester ma reconnaissance. Tu vois, Vassia, comme tu es drôle. Comme te voilà énervé maintenant, lui reprocha Arcade. Et il revit la scène de la veille dans la rue. Oui, tu veux que je sois calme, mais pourtant songe que jamais de ma vie je n'ai pu vivre tranquille et heureux. Oh, je te l'assure, je voudrais tout te raconter, mais j'ai peur de te faire de la peine. Tout cela te rend triste, tu me grondes, et ça me chagrine infiniment. Tu me vois tout tremblant et je ne sais même pas pourquoi. Je voulais te faire cet aveu. Il me semble que je ne me suis jamais connu. Oui, et je crois bien que d'hier seulement, j'ai appris à connaître les hommes, à les apprécier. Mon cœur était dur. Je n'ai jamais pu faire de bien à qui que ce soit. Je ne savais comment m'y prendre. Ça m'était de toute impossibilité, et mon air même est sans doute peu engageant. Pourtant, tout le monde me voulait du bien. Toi le premier. Je suis obligé de le constater, cependant, je ne fais que me taire toujours. Ne parle pas ainsi, Vassia, mais je ne dis rien que de juste, reprit Vassia, la voix pleine de larmes. Hier, je t'ai parlé de Julian Mastakovich. Tu sais, comme il est sévère, morose parfois. Toi-même, tu as supporté ma réprimande de sa part. Et cependant, ne voilà-t-il pas qu'hier, il s'est bien plaisanté avec moi, à me parler gentiment, à me montrer un cœur que jusqu'ici il semblait vouloir dissimuler à tous. Bien qu'est-ce que cela fait donc, Bassia? Cela montre que tu es digne de ton bonheur. Oh, Arcacha, comme je voudrais pouvoir finir ce travail. Un pressentiment me trouble. Pas à cause de tout cela, s'écria-t-il en voyant qu'Arcade considérait les papiers entassés sur la table. Oh, ce n'est rien, c'est du papier, des bêtises. Ça, c'est une affaire réglée. Non, Arcacha, je suis allé aujourd'hui chez elle. Je ne suis même pas entré. Arrêté à la porte, j'écoutais Lisa qui jouait du piano. Et quelque chose de lourd, de morne, d'amer m'écrasait le cœur. Tu entends, Arcade? Termina-t-il à voix basse. Je n'ai pas osé entrer. Voyons, Vassia, pourquoi me regardes-tu ainsi? Pourquoi? Je n'en sais rien. Je me sens mal. Mes jambes tremblent. C'est sans doute la fatigue de la nuit. Des papillons verts passent devant mes yeux. Et ici. Il eut un geste pour porter la main vers son cœur et tomba évanoui.
Quand il fut revenu à lui, Arcade insista pour le faire coucher, mais Vassia s'en défendit. Il pleurait, se tordait les mains, voulait absolument terminer la copie de ces 2 pages. Pour ne pas l'exciter davantage, Arcade dut lui permettre de reprendre ses papiers. « Écoute encore, dit Vassia, en prenant place devant la table. J'ai une idée et comme un espoir. » Un sourire parut un instant sur ses lèvres. Son regard atone s'anima d'un peu de vie. « Voici ce que je vais faire. Après-demain, je porterai une partie du travail. Pour le restant, eh bien, j'inventerai un prétexte, que les papiers ont brûlé ou que je les ai perdus. Ou peut-être même, ne sachant pas mentir, je dirai simplement la vérité. J'expliquerai l'affaire en disant que je n'ai pas pu terminer. Je lui parlerai de mon amour. Julian Mastakovitch vient lui-même de se marier, et il me comprendra. Tout cela, je le lui dirai d'une façon respectueuse, calme. Il verra mes larmes et il s'en sera touché. Mais tu as raison, va le voir, parle-lui. Cependant, les larmes sont inutiles, à quoi bon? Ah, tu m'as vraiment fait peur, Vassia. Oui, j'irai. En attendant, laisse-moi écrire. Laisse-moi écrire. Arcade se jeta sur son lit. Oh, il était loin de faire confiance à son ami, car il savait cet être faible, capable de tout. Demander pardon? À qui? Pourquoi? L'affaire n'avait pas tant d'importance. Toute l'histoire se réduisait à ceci, que Vassia se sentait fautif devant lui-même, qu'il se reprochait d'être un ingrat, qu'il était abattu et surtout remué par tant de bonheur dont il se croyait indigne. Enfin, il se tuait dans cette recherche incessante, maladive, de quelque prétexte à être malheureux. Et la preuve, c'était que depuis hier, il n'avait pu encore revenir à un état normal et paraissait être toujours dans l'attente de quelque événement inattendu. Telles étaient les pensées d'Arkady Ivanovitch, de plus en plus résolu à tirer son ami de cette crise d'abattement, à le réconcilier avec lui-même. Il songeait ainsi et décida de se rendre dès le lendemain matin chez Julian Mastakovitch pour l'aviser de ce qui se passait. Assis à sa table, Vassia continuait son travail. Arkady Ivanovitch, mourant de fatigue, se coucha et s'endormit en rêvassant à toutes ces choses. Il ne se réveilla qu'à l'aube. « Que diable, encore » s'écria-t-il en apercevant Vassia qui écrivait toujours. Arcade s'élança vers lui, le saisit dans ses bras et le porta sur son lit. Vassia souriait vaguement et ses yeux se fermaient. Il avait peine à parler. Mais j'avais voulu me coucher. J'ai une autre idée, Arcade. Je vais finir bientôt. Ma plume court vite, mais maintenant, je ne puis rester plus longtemps. Réveille-moi donc à 8 heures. Sa tête s'inclinait. Il sombra dans un sommeil de plomb. Mavra, dit tout bas Arkady Ivanovitch, s'adressant à la servante qui apportait le thé. Il demande qu'on le réveille dans 1 heure, mais ne le fait sous aucun prétexte. Il faut qu'il dorme 10 heures au moins, comprends-tu? Je comprends, monsieur. C'est pas la peine de préparer le déjeuner. Ne fais pas de bruit avec le bois. Tu jetteras un coup d'œil de temps en temps. Tu me demandais, tu dirais que je suis allé à mon bureau. Je comprends, monsieur. Il n'a qu'à dormir tranquillement. C'est bien meilleur pour lui. Je suis contente de le voir se reposer. C'est pour son bien. Et je vous suis bien dévoué à tous les deux. Hier, vous avez daigné me gronder au sujet de la tasse cassée. C'est pas moi, c'est le chat qui l'a cassée. Je n'avais pas surveillé, je vais crier après. Va-t'en, maudit. Allez, c'est bon, tais-toi. Arkady Ivanovitch renvoya Mavra à la cuisine. L'y enferma, prit la clé et sortit doucement pour s'en aller à son service.
Tout le long de la route, il se plongea dans des réflexions. Comment allait-il se présenter devant Julian Mastakovitch? Comment l'avertir de l'état de Vassia? Cette démarche ne serait-elle pas un peu osée? Il arriva, perplexe, à son bureau et, timidement, demanda si son Excellence était là. On lui répondit que non et qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. Arkady Ivanovitch, un instant, eut l'idée d'aller trouver son supérieur chez lui, mais aussitôt, pesant le pour et le contre, il jugea avec assez d'à-propos que si Julian Mastakovitch n'était pas venu, c'est qu'il était retenu chez lui par des occupations sérieuses dont il serait malséant de le déranger. Il resta donc et les heures passèrent infiniment longues. Il voulait se renseigner sur le travail dont Choumkov était chargé, mais nul ne put en rien dire. Tout ce qu'on savait, c'est que Julian Mastakovitch confiait souvent des affaires à Choumkov, mais on n'en connaissait pas davantage. Enfin, 3 heures sonnèrent et Arkady Ivanovitch s'empressa de quitter le bureau. Dans l'entrée, il fut arrêté par un collègue qui lui dit que Basil Pietrovitch Choumkov était venu, vers 1 heure, demander si Arkady Ivanovitch était là, ainsi que Julian Mastakovitch. Cette nouvelle plongea encore une fois Arkad dans l'inquiétude. Ayant hâte de rentrer, il héla un fiacre. Tout le long du chemin, son angoisse grandissait. Choumkov était là. Il se promenait à travers la chambre, dans un état d'énervement extrême. À la vue d'Arcade, il chercha à se maîtriser et à dissimuler un peu son trouble. Il abandonna sa promenade et, silencieux, s'assit à sa table de travail. Il semblait vouloir éviter toute question. On eût dit qu'en proie à une idée fixe, il se refusait à se confier même à la fraternelle affection d'Arcade, qui, le cœur serré, l'esprit saisi devant les nouveaux ravages du mal, ne put que s'asseoir sur son lit et, pour se donner une contenance, ouvrit un livre au hasard sans quitter des yeux le pauvre Vassia. Celui-ci se taisait toujours et écrivait sans lever la tête un seul instant. Quelques heures s'écoulèrent ainsi, et le martyre d'Arcade allait croissant. Enfin, vers 11 heures, Vassia leva vers son camarade un regard immobile et comme mort. Arcade attendit, le cœur arrêté. 2 ou 3 minutes passèrent. Vassia restait silencieux. « Vassia !» cria Arcade. Pas de réponse. « Vassia !» cria Arcade, courant vers la table. « Mais qu'as-tu donc? Dis-moi ce que tu as. » Le jeune homme leva un peu plus vers son ami le même regard figé, stupide. « Mais c'est la catalepsie !» murmura Arcade qui se sentait défaillir. Et saisissant une carafe, il souleva la tête de Vassia, versa l'eau froide, frotta les tempes, frappa rudement les mains inertes. Vassia revint enfin à lui. Arcade criait à travers ses larmes. « Vassia, Vassia, réveille-toi, reprends tes esprits !» Sa voix s'étranglait. Il serra son ami dans ses bras. Vassia semblait vouloir arracher de son cerveau une impression morne et lourde. Il passait et repassait sur son front, ses doigts crispés. Tout à coup, il saisit sa tête entre ses mains comme s'il craignait que son crâne éclatât. « Je ne sais pas ce qui m'arrive, dit-il enfin. Je crois que ça va mal. Bah, non, allons, ça va bien, ça va bien. Arcacha, ne t'attriste pas. Allons, ne t'attriste pas, répétait-il en regardant son ami d'un air hagard. Pourquoi s'attrister? Et c'est toi qui veux me consoler, gémissait Arcade, accablé. Vassia, couche-toi, dors un peu. Il faut te reposer. Tu reprendras le travail plus tard.
Oui, oui, je vais me coucher, bien. Oui, toi, j'avais voulu finir et à présent, oh, j'ai changé d'idée. Arcade l'attira sur le lit et le coucha. Voyons, frère, dit-il d'un air résolu, il faut se décider. Dis-moi ce que tu comptes faire. Ah, murmura Vassia. Et de la main il fit un geste découragé. Puis il tourna sa tête vers le mur. Mais il faut se décider, Vassia, répéta Arcade. Nous allons parler, il le faut, c'est pour toi. Tu vas pas t'endormir, je l'espère. Bon, comme tu voudras, dit Vassia d'un air mystérieux. Ah, le voilà plus calme, songea Arcade. Suis-moi bien, continua-t-il. Obéis-moi, rappelle-toi ce que je t'ai dit hier. Je te sauverai. C'est demain que ton sort se décidera. Qu'est-ce que je dis là à ton sort Oh, mais tu m'as tellement effrayé que je parle moi-même sans raison. Voici donc que Julia Mastakovitch est bien disposée à ton égard. Et tu voudrais rester dans ses bonnes grâces, gagner son amitié peut-être. Eh bien, tu ne perdras rien, tu vas voir. Arkady Ivanovitch était parti pour raisonner longuement Vassia, mais celui-ci l'interrompit. Il se dressa sur sa couche, silencieusement, attira vers lui la tête de son ami et l'embrassa. Assez, dit-il d'une voix faible, assez, ne parlons plus de cela. Et se recouchant, il se tourna encore vers le mur. Arcade le contemplait, pris d'un véritable désespoir. Ah, s'il pouvait seulement tomber malade, songeait-il. Cela vaudrait mieux. La maladie lui ferait oublier ses soucis et tout pourrait s'arranger. Oh, mais voilà maintenant que je dis des bêtises. Oh, mon Dieu. Cependant, Vassia semblait s'endormir, et Arkady Ivanovitch en tira bon augure. Oh, cela va bien, pensa-t-il, et il décida de ne pas se coucher de la nuit. Vassia était agité. À chaque instant, il sursautait, se retournait, ouvrant puis refermant les yeux. Enfin, la fatigue eut le dessus, et de nouveau, ce fut l'anéantissement dans un sommeil de mort. Il était 2 heures du matin quand Arkady Ivanovitch s'assoupit, le coude appuyé sur la table. Il eut un rêve étrange. Il lui semblait qu'il était toujours éveillé et qu'il regardait Vassia, toujours étendu sur son lit. Mais, chose étonnante, Vassia lui paraissait fin dans le sommeil, comme si d'un instant à l'autre il allait se lever, et surveillant Arcade du coin de l'œil, se remettre à ses écritures. Et en effet, il se glissait lentement vers la table. Arcade se sentait navré et fâché en même temps de voir que Vassia se cachait, ne lui montrait aucune confiance. Il aurait voulu le saisir, l'emporter de nouveau sur son lit. Mais ce geste fait au prix de 1000 efforts, il ne tenait plus dans ses bras que le cadavre de Vassia. Une sueur froide perlait à son front, son cœur battait précipitamment. Il s'éveilla brusquement, ouvrit les yeux. Vassia, assis à sa table, écrivait. Ne sachant s'il rêvait encore, Arcade regarda le lit de Vassia. Il était vide. Secouant l'impression de ce cauchemar, le jeune homme marcha vers la table. Vassia n'eut pas l'air de l'apercevoir, il continuait sa besogne. Soudain, Arcade vit que la plume de Vassia était sèche, que son ami ne la trempait pas dans l'encrier, et qu'il retournait sans cesse les feuillets qui restaient blancs. Il se pressait, tout en paraissant cependant s'appliquer. « Oh non, mais c'est pas une catalepsie ?» se dit Arkady Ivanovitch, tremblant de peur et craignant le pire. « Vassia, Vassia, réponds-moi » s'écria-t-il en le saisissant par l'épaule.
Mais l'autre ne répondit point tout d'abord et continua de promener sa plume sèche sur le papier blanc. Je suis arrivé à mener ma plume tout à fait vite, dit-il enfin, sans lever la tête. Arcade lui saisit la main et lui arracha la plume. Un râle secoua la poitrine de Vassia. Regardant son ami sans comprendre, il laissa tomber sa main, puis l'éleva jusqu'à son front, qu'il pressa d'un air de détresse infinie, comme s'il eût voulu se débarrasser d'un poids qui l'écrasait. Insensiblement, tout songeur, il inclina sa tête vers sa poitrine. Vassia, Vassia s'écria encore une fois Arkade Ivanovitch, dont le désespoir croissait. Les grands yeux bleus, pleins de larmes, et le visage doux et pâle se relevèrent doucement, exprimant une angoisse sans nom. Les lèvres s'agitaient sans proférer une parole. « Que dis-tu » murmura Arkade en se penchant vers lui. « Pourquoi faut-il que je souffre » balbutiait Vassia. « Pourquoi? Qu'ai-je fait ?»« Mais qu'as-tu donc? Que crains-tu » Arkade désespéré se tordait les mains. « Mais pourquoi m'envoie-t-on pour être soldat » dit Vassia en regardant son ami droit dans les yeux. Arkade sentit ses cheveux se hérisser. Absolument désemparé, il se tenait là, terrifié, haletant. Il revint à lui une minute après. Oh, cela peut être que passager. Il se vit tout pâle dans le petit miroir, les lèvres violacées et tremblantes. Il se vêtit précipitamment. Il voulait aller chercher un médecin, mais Vassia le rappelait déjà. Arkade courut vite à lui et le serra dans ses bras, comme ferait une mère à qui on voudrait enlever son enfant. « Arkade, ne dis rien à personne. Je veux supporter tout seul mon malheur. »« Oh, que vas-tu chercher encore? Allez, reviens, toi, Vassia !» Le jeune homme poussa un profond soupir. Les larmes ruisselaient sur ses joues. « Pourquoi la tuer? Qu'a-t-elle donc fait ?» reprit la voix torturée. « C'est ma faute, uniquement ma faute. » Un silence. Puis tout bas, balançant sa pauvre tête, « Adieu, mon aimé, adieu !» Arkade se ressaisit et de nouveau se dirigea vers la porte pour aller chercher le docteur. « Allons, il est temps !» s'écria Vassia, entraîné par le mouvement d'Arcade. « Allons, frère, je suis prêt. Tu m'accompagneras. » Il se tut soudain, contemplant son camarade d'un regard méfiant. « Vassia, reste là, ne viens pas avec moi, pour l'amour de Dieu. Je reviendrai te chercher. » Arkade Ivanovitch lui aussi perdait la tête. Il avait pris sa casquette et s'apprêtait à sortir. Vassia, calme et obéissant, s'assit. Seuls ses yeux décelaient une étrange résolution. Arkade, revenant sur ses pas, enleva discrètement un canif qui se trouvait sur la table, puis lançant au malheureux un dernier regard, il quitta la chambre en hâte. Il était 8 heures. La lumière du jour avait depuis longtemps déjà chassé les ténèbres. Arkade courut plus d'1 heure sans trouver un médecin. Ceux dont il apprit l'adresse chez les concierges avaient quitté leur maison, certains pour se rendre à leur service d'hôpital, d'autres appelés en ville par leur visite. Un seul était chez lui en train de recevoir ses malades. Il questionna longuement son domestique, qui lui annonçait l'arrivée de Niéfédorovitch, lui demandant quel était ce nouveau client, ce qu'il désirait, quel genre et quelle apparence il avait. Il conclut enfin en disant qu'il ne pouvait s'absenter, qu'il avait trop à faire chez lui, vu le grand nombre de malades qui s'entassaient dans le salon d'attente, et qu'étant donné le cas de Vassia, il importait de le conduire séance tenante à l'hôpital. Arkade, n'ayant pas prévu pareille réponse et ne sachant plus que tenter, laissa là tous les médecins du monde et revint vite à la maison, partagé entre le désespoir et la crainte de laisser Vassia tout seul.
En arrivant, il vit Mavra qui, comme si de rien n'était, balayait tranquillement, cassait du bois et se préparait à allumer le feu. Il se précipita dans la chambre. Vassia n'y était pas. Mais où est-il allé, le malheureux songea Arcade le froid au cœur. Il questionna Mavra sans pouvoir obtenir une réponse sensée. La servante ne savait rien, n'avait rien entendu, n'avait pas vu sortir Vassia. L'idée vint tout de suite à Nefedovitch que le pauvre garçon était chez les Armédief. Il y courut. Il était 10 heures quand il arriva. On fut surpris de cette visite, car ces dames ignoraient tout de l'effarante nouvelle. Le jeune homme n'était pas là. Arcade, les yeux fous, la voix rauque, répétait sans cesse « Mais où est Vassia ?» Et de leur côté, la vieille mère Élise, tremblante de peur, le pressait de questions, demandait âprement « Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'y a-t-il? Que répondre ?» Que répondre? Arkady Ivanovitch pensa s'en tirer en inventant quelques fables maladroites, qui bien entendu ne furent guère jugées plausibles, et il partit, laissant les deux femmes au comble de l'anxiété. Il prit en hâte le chemin de son bureau pour ne pas arriver en retard, et aussi pour faire connaître l'état de Vassia. En route, il eut l'idée que son ami pouvait être chez Julian Mastakovitch. C'était la supposition la plus raisonnable et qui lui était déjà venue en allant chez les Artemiev. Il avait même alors été sur le point d'arrêter la voiture devant la maison de son Excellence, mais à la réflexion, il avait continué son chemin. Maintenant, il allait voir si les bureaux ne savaient rien, et il se rendrait ensuite chez son Excellence pour l'informer de ce qui se passait. Dès l'antichambre, il fut entouré par des collègues de son âge, qui tous à la fois lui demandèrent ce qui était arrivé à Vassia. Les voix mêlées s'accordaient à dire qu'il était devenu fou, qu'il croyait qu'on allait le faire partir comme soldat pour négligence dans l'accomplissement de son service. Quant à Arkady Ivanovitch, lançant des réponses de tous côtés, sans rien dire de positif, il se précipita dans les bureaux. Là, il apprit que Vassia était dans le cabinet de Julian Mastakovitch, où se trouvaient déjà réunis tous les supérieurs et jusqu'à Esper Ivanovitch lui-même. Arkady Ivanovitch s'arrêta un instant, car un de ses chefs lui demandait où il allait et ce qu'il voulait. Sans remarquer la figure de son interlocuteur, Arkade répondit par quelques mots vagues où l'autre put distinguer le nom de Vassia, et reprit sa course vers le cabinet de son Excellence, d'où montait la voix de Julian Mastakovitch. « Où allez-vous » lui demanda-t-on à l'entrée. Arkady Ivanovitch, affolé, voulait déjà s'enfuir et retourner dans son bureau, quand par la porte entr'ouverte, il aperçut son pauvre Vassia. Il se glissa dans le cabinet où régnait un désarroi insolite. La stupéfaction se peignait sur tous les visages, et Julian Mastakovitch, si glacial et si posé d'ordinaire, paraissait profondément attristé. Arcade, en regardant son ami, sentit le désespoir lui serrer la gorge. Il voyait les hauts fonctionnaires entourer son Excellence, discutant à voix basse et visiblement ne sachant quoi décider. Vassia se tenait dans un coin, silencieux et morne, tout pâle, la tête levée comme un conscrit devant les chefs, les mains immobiles à la couture du pantalon, les talons joints. Son regard ne quittait pas le visage de Julian Mastakovitch. Les fonctionnaires avaient remarqué l'entrée de Nefedovitch, et l'un d'eux, qui était au courant de l'amitié des deux jeunes gens, et savait qu'ils habitaient ensemble, avisa son Excellence de la présence d'Arcade. Celui-ci s'approcha sur un signe de Julian Mastakovitch. Il voulut répondre aux questions qu'on lui posait, mais en regardant son chef, ses yeux se brouillèrent.
Il se mit à trembler comme un enfant pris en faute, saisit la main de son Excellence et la portant à son front, la mouilla de ses larmes. Julia Mastakovitch, la retirant, lui dit « Assez, frère, je vois que tu as bon cœur. » Arcade sanglotait, lançant autour de lui des regards suppliants. Il lui semblait que tous ces hommes étaient bons, qu'ils étaient bien des frères du pauvre Vassia, et que son malheur les frappait autant que lui. « Mais que lui est-il arrivé? Mais comment cela est-il venu ?» demanda le chef. « Pourquoi est-il devenu fou ?»« De reconnaissance, » dit Arcade avec effort. La réponse accrut la stupéfaction de l'auditoire, tellement elle paraissait étrange et déraisonnable. Comment un homme pouvait-il devenir fou de reconnaissance? Arcade s'expliqua comme il put. « Mon Dieu, quel malheur !» murmura enfin Julian Mastakovitch. « Et dire que ce travail n'avait rien d'urgent. Et voilà un homme perdu pour si peu de choses. Enfin, il faudrait l'emmener. » Julian Mastakovitch s'adressa de nouveau à Arkady Ivanovitch. « Tu m'avais demandé, dit-il en désignant Vassia, de n'en rien dire à une jeune fille. Est-ce sa fiancée ?» Arcade donna les renseignements qu'attendait son supérieur. Vassia, qui avait l'air de songer profondément, sembla concentrer davantage encore son esprit comme pour ressaisir une pensée fuyante. Il souffrait visiblement d'on ne savait quelle attente et regardait Arcade avec angoisse, cherchant avidement à lire dans ses yeux une chose importante qu'il avait oubliée si étrangement, et les mots nécessaires que ne parvenait plus à rassembler son pauvre cerveau. Enfin, il eut un soupir de soulagement, une lueur d'espoir. Il partit en avant du pied gauche, fit 3 pas et s'arrêta en frappant du talon, comme un soldat devant son officier. Tous attendaient, inquiets. « J'ai un vice de conformation, votre Excellence. Je suis faible et je ne suis pas bon pour le service, » dit-il d'une voix entrecoupée. Ici, tous les assistants se sentirent le cœur serré, et Julia Mastakovitch lui-même, si ferme de caractère et si dur peut-être, ne put retenir ses larmes. « Emmenez-le, dit-il, et il fit de la main un geste désespéré. « Ma tête !» dit Vassia à demi-voix. Après quoi, il fit un demi-tour selon les principes militaires et sortit de la chambre. Presque tous le suivirent, à la fois curieux et apitoyés. Arcade, lui aussi, se mêla au mouvement. Vassia attendit dans l'antichambre qu'on eût établi les papiers pour son départ et que la voiture qui devait le transporter à l'hôpital fût arrivée. Il restait silencieux mais soucieux, adressant des signes de tête à ceux qu'il connaissait, comme pour leur faire ses adieux. À chaque instant, il regardait la porte, attendant, eût-on dit, l'ordre de partir. Des collègues, groupés autour de lui, secouaient la tête avec commisération. Tout le monde était frappé de cette histoire qui maintenant avait fait le tour des bureaux. Tous discutaient, plaignaient le pauvre garçon dont il faisait les plus grands éloges. On disait que c'était un jeune homme modeste et très doux, qui promettait beaucoup. On racontait la peine qu'il s'était donnée pour perfectionner son instruction, combien il était curieux et avide d'apprendre. C'est par ses propres forces et par un travail acharné qu'il est arrivé à sortir d'une très basse condition, remarqua quelqu'un. D'autres, s'attendrissant, disaient le grand attachement qu'ils avaient toujours eu pour le pauvre diable. Quelques-uns revinrent sur cette idée fixe qui le torturait, de penser qu'on allait l'envoyer à l'armée parce qu'il n'avait pas exécuté son travail. On ajoutait enfin qu'issu de parents serfs,
le malheureux, grâce à la protection de Julian Mastakovich, qui avait su reconnaître en lui, avec un caractère soumis, une intelligence et une bonté rares, était arrivé à entrer au service et avait été promu à son grade à juste titre. Un des collègues de Choubkov se faisait particulièrement remarquer, malgré sa petite taille, parmi ces gens agités. Bon, ce n'était plus un tout jeune homme, car il avait déjà dépassé la trentaine. Pâle comme un linge, il tremblotait nerveusement, cependant qu'un sourire étrange, un rictus presque, entrouvrait ses lèvres, peut-être parce que chaque fait extraordinaire s'accompagne en même temps de la crainte de l'imprévu et de l'agrément, de l'attrait du nouveau. Il faisait sans arrêt le tour du groupe, se dressait sur la pointe des pieds, étirait son corps abougri, et sans cesse agrippait les boutons de ceux dont le grade autorisait ce sans gêne, en parlant de l'événement avec volubilité. Il disait que, loin d'être simple, l'affaire était très importante, qu'elle avait des causes profondes, connues de lui, et qu'il ne fallait pas s'en désintéresser ainsi. Puis il se haussait de nouveau sur les pointes, remuait 2 ou 3 fois la tête d'un air entendu, et courait ailleurs continuer son manège. Enfin, l'attente se termina. L'infirmier de l'hôpital venait d'entrer et, s'approchant de Vassia, il lui dit doucement qu'il était temps de partir. Le garçon se redressa, s'agita un peu et, tout en regardant autour de lui, suivit son gardien. Il semblait chercher quelqu'un. « Vassia, Vassia !» sanglota Arkady Ivanovitch. Le malheureux s'arrêta, et Arcade, se frayant un passage entre les curieux, arriva près de son ami. Ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre pour la dernière fois. Les témoins de cette scène, attristés, se taisaient. « Tiens, pense là, garde-le, dit Choubkov, en mettant dans la main d'Arcade un petit paquet enveloppé de papier. « Il me le prendrait, tu me l'apporteras plus tard. » Vassia ne put continuer car on l'appelait de nouveau. Il descendit l'escalier d'un pas précipité en disant adieu à tout le monde. Le désespoir se peignait sur sa figure. Il prit place dans la voiture qui démarra aussitôt. Arcade défit vivement le paquet. C'était la boucle des cheveux noirs de Lisa que Choubkov avait gardée sur son cœur. Des larmes brûlantes noyèrent les yeux du jeune homme. « Pauvre, pauvre Lisa !» dit-il en sanglotant. Ses heures de présence au bureau terminées, Arcade s'en alla chez les Artemiev. Il n'y a pas de mots pour rendre la scène navrante qui suivit. Le petit Pétia, si jeune qu'il fût, avait compris le malheur arrivé au bon Vassia, et se cachant dans un coin, le visage dans ses 2 mains, il sanglotait de tout son cœur d'enfant. C'était déjà le crépuscule quand Arcade s'en revint chez lui. En arrivant à la Neva, il s'arrêta un peu, le regard perdu vers le lointain, qu'obscurcissait la brume hivernale, déchirée seulement à l'horizon par la barre sanglante du couchant. Sur le fleuve gelé où s'amoncelait la neige, les dernières lueurs allumaient par myriades les diamants de givre. La nuit allait se faire sur la ville, une nuit sans doute de 20 degrés au-dessous de zéro. Une buée montait les chevaux peinant sous le fouet et des gens qui soufflaient en courant le long des ponts. L'air sec retentissait des moindres bruits. Pareils à des géants, des colonnes de fumée s'élevaient des toits. S'unissant, se disjoignant, ces masses profondes dessinaient comme une nouvelle cité au-dessus de la vieille ville. On eût dit enfin que tout ce monde, avec ses habitants faibles ou forts, et toutes ces demeures, asiles de malheureux ou luxueux palais des puissants de la terre,
que tout cela, à cette heure crépusculaire, n'était qu'un rêve fantasmagorique qui dans un coin allait disparaître, vapeur légère dans le ciel bleu-noir. Une pensée étrange emplit alors le cerveau du camarade délaissé de Vassia. Il tressaillit, le cœur battu d'un afflux de sang chaud, dont une sensation puissante mais jusqu'alors inconnue venait d'accélérer le cours. Il comprenait, pour la première fois, toute l'anxiété ambiante, toute la mélancolie du monde, cette atmosphère de vertige, tristesse et bonheur mêlés, où avait sombré la raison de son pauvre camarade. Les lèvres d'Arcade tremblèrent, ses yeux s'allumèrent, il pâlit, et à ce moment même, il entreaperçut quelque chose d'infiniment grand et nouveau. Il était devenu taciturne et morose, avait perdu tout entrain. Son ancien logement, depuis qu'il y vivait seul, lui était odieux. Il en prit un autre. Il n'était pas retourné chez les habitants de Colomna, et c'est 2 ans plus tard seulement que le hasard lui fit rencontrer Lisa. C'était à l'église. La jeune femme était mariée. Une nourrice portant un enfant sur ses bras l'accompagnait. Il salua celle qui avait été la fiancée d'Evassia. Ils échangèrent quelques phrases banales, mais tous deux évitaient visiblement de parler du passé. Lise dit qu'elle était heureuse, grâce à Dieu, qu'il vivait dans une certaine aisance, que son mari était un brave homme qu'elle aimait. Mais soudain, les yeux de la jeune femme s'emplirent de larmes, sa voix s'étrangla, et se détournant pour cacher sa peine aux hommes, elle inclina son front vers les dalles de l'église.